pas du tout antinomique. C'est une préparation, disons. Oui, c'est ça. C'est une bonne préparation ou une mauvaise préparation, Non, mais c'est une préparation. C'est indispensable. Mais, si vous voulez, les personnes qui sortent indemnes de l'enfance se comptent à chaque génération sur les quelques milliards d'hommes qui peuplent la Terre, sur les doigts d'une main. La plupart des enfants, on parle beaucoup du traumatisme de la première enfance. Votre maître avait son équivalent, c'est l'émotion négative primordiale, quelque chose comme ça, qui va tout colorer, se réactualiser toute une vie. Bon. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, en fait, il semblerait que je fasse partie de ces très rares êtres humains, indépendamment de la notion d'éveil ou de bien suprême, qui soient sortis de l'enfance sans y laisser une plume, sans concéder une seule plume au diable. Alors justement, il y a un point commun là encore dans votre démarche à tous les deux, c'est le refus, ou plutôt la lutte acharnée contre les conventions. Vous êtes tous les deux des personnages extrêmement bien élevés, extrêmement bien éduqués et extrêmement non conventionnels. Et Denise, votre maître, puisque vous aviez un maître, Swami Prajnanpad, était lui-même quelqu'un qui venait donc de la culture hindoue la plus traditionnelle, un brahman, un bagali, un sannyasi, un swami, et pourtant sa démarche essentielle était de commencer par mettre à bas les conventions. Il y a des pages de lui extrêmement saisissantes à cet égard. C'était un des paroles qu'il prononçait, en tous les cas avec moi. Il parlait de lui-même et il disait, le premier travail de Swamiji, c'est de vous enlever et de faire tomber vos masques. Donc on a tous un masque, bien sûr, pour se protéger, pour se déguiser, pour ne pas offenser les autres. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que mon parcours, si je peux le résumer en quelques mots, c'est de la révolte complète, parce que j'étais une révoltée, au lâcher-prise. Et dans cette révolte, il y avait la révolte contre mon milieu bourgeois, traditionnel, culturellement qui me déplaisait, et que j'ai vraiment lutté contre la mauvaise peinture, la mauvaise culture dont l'appartement de mes parents était envahi, d'une part. Je leur disais c'est de la merde, et c'était un mot impensable à cette époque pour une jeune fille qui avait 17 ans, mais que finalement ils ont accepté de ma part. Si je peux continuer, je peux dire que ce maître dont vous m'avez parlé m'avait dit un jour avec beaucoup d'impact et beaucoup de presque solennité, vous avez à vous délivrer de tout ce qui n'est pas vous. Alors ces quelques mots, ça m'avait vraiment bouleversée. J'y ai passé la journée et la nuit pour dire mais il n'y a rien à moi. Ni ce qu'on m'a dit enfant, ni la religion qu'on a essayé de m'inculquer, ni les notions de Dieu qu'on a essayé de me donner, rien. Et même les peintures, c'était peut-être de l'imitation de quelqu'un que j'admirais et qui était une proche parente, qui n'avait plus rien à moi. Et je suis arrivée complètement déconfite le lendemain dans la petite hutte, puisque c'était un endroit assez désert, de Swami Prajnanpad. Et je lui ai dit, mais j'étais complètement effondrée. Et je lui ai dit, mais Swamiji, il ne reste rien, rien. Et il a levé les bras, il a dit, il ne reste rien. Pour une fois, il était approbateur, comme si pour une fois, mes paroles avaient eu un véritable sens. Je n'ai jamais cité aucun auteur dans mes livres. J'ai cité 2 pages de ce sage, deux pages qui s'appellent Se déséduquer, qui sont le sommet, à mon avis, le sommet de la culture universelle. Ce sont 2 pages irremplaçables, admirables. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il dit est très simple, très simple. Ça devait être une évidence pour chacun, mais ça ne l'est pas, malheureusement. C'est qu'il est un temps pour avaler des couleuvres. Quand on est petit, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Ça fait partie du jeu. Mais il vient un temps, vers 15 ans, 16 ans, 20 ans, il vient un temps où il est impératif de recracher toutes ces couleuvres pour ne pas commencer à avaler des boas à la place. C'est ça, extrêmement important. Et être dévoré. Et être dévoré. Oui, non, parce que c'est ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est qu'il y a toutes les couleuvres qui viennent de l'extérieur, mais il faut les parties prenantes là-dedans. La société, les autres ont bon dos, c'est nous qui faisons tout le travail en réalité. C'est nous qui nous salopons. Je peux bien vouloir à ma mère, à mon père,
c'est eux en apparence qui m'ont collé dans l'esprit, dans l'âme tel ou tel préjugé. Donc débarrassons-nous de ces convictions de pacotille, de ces croyances intellectuelles de pacotille. Débarrassons-nous du moi qui correspond à cette pacotille, qui est lui-même en pacotille, et devenons, alors oui c'est vrai, rien, c'est un mot clé. Et pour ce rien, je donnerai ma vie tout de suite, instantanément. Si la seule façon pour moi de communiquer, de donner à quelqu'un l'idée de l'importance de l'enjeu, de la splendeur inouïe qui est dans ce rien, et qui est dans ce moi qui est un plus absolu, eh bien, si j'avais pas d'autre choix pour faire passer le message que de me foutre une balle dans la tête, je n'hésiterais pas une fraction de seconde pour signifier cette chose à me foutre une balle dans le crâne. Il y a le métier de médecin et le métier de prêtre. Le prêtre, c'est un passeur d'âme. Moi, ça serait plutôt mon boulot. Et puis, il y a un autre métier tout à fait indispensable, c'est celui de médecin. Il faut recoller les morceaux. Les gens sont dans un état tellement déplorable qu'il faut absolument, puisque papa n'est plus dans la course, maman non plus, la grand-mère non plus, qui porte des mini-jupes, tout ça est ridicule. L'instituteur défaillant, l'éducationnel s'est effondré, 25 années de civilisation sont parties en fumée. Bon, le type était vraiment en grand danger. Et il faut absolument que quelqu'un fasse un acte médical dans cette direction et recolle un petit peu les morceaux. Voilà. Simplement, non pas pour lui faire atteindre le moi ultime, simplement pour remettre en place le moi normal, oui. Le moi habituel, qui est tout de même le tremplin sur lequel le seul tremplin sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire le grand plongeon vers le moi source. On avait décidé, Steve et moi, de parler de l'attention, L''attention, qui est un sujet important pour nous deux. Et quand c'est dans la vie active, il me semble nécessaire d'avoir une attention très fine sur ce qui se passe et aussi sur ce qui se passe en moi, à la fois extérieur et à la fois intérieur. Si on est unifié à l'intérieur, vide au maximum de pensée et de jugement, là, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans une communication directe, d'être en prise directe avec l'extérieur, en prise directe avec la personne, sans oublier ce qui se passe en moi. Et c'est le début d'un sentiment d'unité, d'une prise de conscience de soi qui permet une communication, une relation avec les autres qui change de niveau. Ce n'est plus de moi superficiel à moi superficiel, mais d'intériorité à intériorité. Pour moi, l'attention est la faculté reine de l'esprit. Alors j'ai fait une petite note intéressante, qui me semble relativement pertinente. J'ai noté que faire attention n'est jamais porter un jugement de valeur. Ah, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Très très important. L'acte d'attention ignore souverainement le plan de la vérité et de l'erreur. En fait, il transperce ce plan. Le plan de la pensée, la véritable solution spirituelle, c'est apprendre à accomplir un acte d'attention. Ce qui est d'une simplicité extraordinaire, extravagante même.
Et c'est à la portée de chacun. C'est à la portée de chacun. L'attention fonctionne comme une bombe atomique. Comme une bombe atomique. Elle pulvérise les pensées, toutes nos prises de position intellectuelles, toutes nos croyances intellectuelles, celles que nous chérissons le plus. En fait, nous chérissons ce qu'on appelle nos opinions, bien plus que nos enfants. Si nos enfants le savaient, ils nous regarderaient d'un regard torve. Hein. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien entendu. C'est que, je n'ai pas parlé, mais il y a un danger dans l'attention, c'est quand elle devient trop volontaire et qu'il n'y a pas de détente intérieure. Il faut que je fasse attention. Il y a une sorte de volonté, disons égotique, pour employer le mot habituel, qui fait qu'il y a la flèche dont vous parlez ne part pas d'un endroit détendu, profond, clair. Oui, c'est tout à fait ça. Très embêtant. C'est purement descriptif. Ce que vous dites est purement descriptif. En fait, on pourrait dire que l'acte d'attention est à jamais vide d'intention. D'intention, mais une détente intérieure. Oui, mais c'est accompagné nécessairement de détente intérieure. Oh, cette détente, c'est la paix intérieure, mais bien sûr. Elle est là dès le départ. Mais pas d'intention. Dès l'instant où l'intention se pervertit, c'est que l'intention se met à calculer. En fait, c'est la pensée qui a pris le dessus et en sous-main a susurré dans l'oreille de l'attention qu'elle ferait bien de s'orienter dans telle et telle direction. En fait, c'est la raison ou la pensée qui ont repris les rênes et c'est foutu. Donc votre remarque, Denise, est d'une extraordinaire, très grande pertinence. L'attention pure est sans intention. Elle est sans visée. Mais alors, pour essayer de synthétiser et de clarifier, il me semble que l'attention, telle qu'on emploie le plus souvent ce mot, ça signifie précisément le contraire de ce dont vous êtes en train de parler. C'est-à-dire qu'en général, on emploie le mot attention pour désigner finalement ce qu'on pourrait peut-être appeler la javeline, dont tu parlais tout à l'heure, l'absence de détente à laquelle vous faisiez allusion, le fait de se fixer avec une intention au sens négatif du terme, l'intention de capturer, de saisir, de prendre, de se fixer sur un objet. Donc c'est exactement le contraire. Exactement. En fait, faire attention, c'est faire attention à tout en même temps. Bien sûr, après ça, il y a l'attention qu'on accorde au monde terrestre et l'attention que l'on accorde à ses états intérieurs. Mais nos états intérieurs n'existent pas. Ils fondent comme cire au soleil sous le regard de l'attention. Donc le problème ne se pose pas vraiment. Donc l'attention dont vous parlez finalement, c'est une veille, c'est une lumière qui est allumée. En fait, j'entends par attention, qui est le mot le plus simple, le plus humble et le plus descriptif, le plus parlant, je parle de la vigilance pure. La vigilance pure, une veille. La lumière en fait, dans les ténèbres. Tu as dit tout à l'heure, au commencement était l'attention. Le prologue de Jean dit la lumière dans les ténèbres. On peut apporter une précision en passant. À quel moment l'attention devient-elle conscience? C'est très simple. Au moment où la lumière attentive reflue sur elle-même, où l'attention fait attention à elle-même. C'est là où tout commence, c'est là où tout se passe. C'est le moment, c'est la charnière entre l'hallucination et le contact authentique avec soi et avec toute chose. C'est lumineux. C'est lumineux, bien entendu. Je sens très bien que là, pour une fois, je comprends ce que l'on entend, ce que l'Orient entend par vacuité. Je n'ai pas employé le mot. Hein. Terminologie qui m'énerve, qui m'agace quelquefois. Mais je comprends très bien, parce qu'en fait, c'est ça. L'attention, faire attention, accomplir un acte d'attention en direction de ces pensées, des images mentales qui surgissent, de tous nos états d'âme, alors là, on peut dire qu'effectivement, il y avait toutes sortes d'êtres ignobles qui couraient, et qui peuplaient ce grand vide intérieur, de crapauds, de serpents, qui étaient déguisés en bonnes fées, mais qui étaient tout de même des crapauds et des serpents. Et le vide est là, et finalement, ces êtres ignobles nous font l'aveu, enfin, de leur inexistence fondamentale et se dissolvent dans ce vide. Voilà.